Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre en cette semaine du 25 novembre 2025. Quel bonheur de vous retrouver après cette courte pause de 2 semaines alors que Guillaume, en passant, nous revient en pleine forme également et très motivé pour les mois à venir. Alors, on est très heureux d'avoir aujourd'hui ce qui, je trouve, un bel agenda pour ce qui est de la revue de presse. D'abord, vous comprendrez, on fera un retour exhaustif, vraiment en profondeur, ça se peut que ce soit très long, sur ce fameux plan de 28 points qui a été remis par Donald Trump et par la Russie, soyons très clairs, on y reviendra dans un moment, pour bien sûr régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On a la réaction de la Russie, la réaction de l'Ukraine, réaction européenne et des négociations en cours entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie pour discuter de tout ça. On nous dit, et on aura l'opportunité de l'évaluer tout à l'heure, que c'est un plan qui est très favorable à la Russie. C'est très mal reçu d'ailleurs actuellement en Ukraine. Ensuite, la situation à Gaza. On a l'opportunité bien sûr aujourd'hui de faire un peu un saut vers le Moyen-Orient pour étudier où on se trouve avec ce fameux cessez-le-feu qui était très fragile la dernière fois où on s'est parlé. Cette fois, la situation à Gaza est encore extrêmement instable. On a eu ce vote aux Nations Unies sur lequel on aura également la chance de revenir tout à l'heure pour le fameux plan de Donald Trump. Cette dernière fois où on a eu un plan, est-ce que c'était en 18 points, en 21 points? C'est toujours des plans en un certain nombre de points pour ce qui est de Donald Trump. Et c'est un plan qui a été approuvé cette fois par le Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, on irait de l'avant avec la prochaine étape. On aura l'opportunité d'en parler tout à l'heure. Toujours du côté du Moyen-Orient, cette fois, avec Donald Trump et l'Arabie saoudite. On a des développements très intéressants alors que les deux, tant l'Arabie saoudite que les États-Unis, ont vidé leurs poches lors d'une rencontre entre le prince héritier Ben Salman et Donald Trump. Trump, d'abord, qui nous parle de F-35, on ferait de l'Arabie saoudite un allié majeur, non OTAN. Ensuite, il y a eu le dossier de Khashoggi qui a fait un retour, question des investissements et des accords d'Abraham. Donc, on se parle de tout ça tout à l'heure. L'Iran veut relancer les négociations nucléaires et passe par les coulisses. Et on a des développements pour ce qui est de Maduro et de l'Argentine, deux dossiers également qu'on a suivis de très près au cours des dernières revues de presse. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on y aille avec ce fameux plan de 28 points qui a été proposé par l'administration américaine, plus spécifiquement, bien sûr, Donald Trump et J.D. Vance, qui ont été, si on veut, le fer de lance de cette proposition. Et on a un plan en 28 points qui touche à peu près tous les aspects du conflit. Et ça se veut, en fait, le document le plus exhaustif, le document le plus détaillé pour une proposition de paix. D'abord, point numéro 1, on va survoler plusieurs d'entre eux. Ceux qui valent la peine qu'on étudie, on va les décrire avec un peu plus de détails. Point 1, la souveraineté de l'Ukraine sera confirmée. 2, un accord global de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seront levées. On ne nous dit pas de quelle ambiguïté question, on nous dit toutes les ambiguïtés des 30 dernières années seront levées. Alors, un accord pour dire on ne se fait plus la guerre. Là-dessus, ça ne vaut pas grand-chose. On s'attend à ce que la Russie n'envahisse pas. On s'attend à ce que la Russie n'envahisse pas les pays voisins et que l'OTAN ne s'étende pas davantage. Point 3, extrêmement important, on s'attend à ce que la Russie n'envahisse plus personne, les pays voisins du moins. Donc, on parle probablement des pays baltes, également de l'Ukraine, on pourrait inclure la Géorgie là-dessus. Et l'autre élément, surtout dans ce point 3 qui est capital, on s'attend à ce que l'OTAN ne s'étende pas davantage. Donc, on ferme la porte non seulement à l'Ukraine, mais on ferme la porte carrément à toute forme d'expansion de l'OTAN pour toujours. Ce serait essentiellement un droit de veto sur l'expansion de l'OTAN. Et on reviendra tout à l'heure. On nous dit que c'est une proposition qui est soumise par les États-Unis, que les Américains ont rédigé ce document. Ce n'est pas tout à fait clair. On y reviendra tout à l'heure. Point 4. Un dialogue se tiendra entre la Russie et l'OTAN. Un dialogue se tiendra entre la Russie et l'OTAN. Nice. Afin de résoudre tous les problèmes de sécurité et de créer les conditions d'une désescalade dans le but d'assurer la sécurité mondiale et d'accroître les possibilités de coopération et de développement économique futur. Ça, c'est du verbiage. Ça ne veut absolument rien dire. On nous dit on va se parler sous la supervision des États-Unis, entre l'OTAN et la Russie. On va essayer de régler les problèmes de sécurité, donc d'avoir une forme de dialogue, ce qui existait déjà en passant entre le pacte de Warsaw et l'OTAN sous l'époque de l'URSS. On a toujours eu un dialogue là-dessus pour éviter les malentendus, notamment s'assurer que lorsqu'il se produit quelque chose, c'est bien le résultat désiré par les deux camps. Numéro 5, l'Ukraine bénéficiera de garanties de sécurité fiables. Intéressant, mais vraiment pas clair. L'Ukraine aura des garanties de sécurité. Ça, c'est un élément que, bon, on s'entend depuis le début, on discutait à savoir qu'est-ce qu'on permettrait à l'Ukraine. Depuis le début,
Il faut des garanties de sécurité fiables. Ça, c'est garanti, c'est certain. On a besoin d'offrir à l'Ukraine une forme de sécurité au-delà de la guerre. La question était de savoir comment ça allait se matérialiser. Il y a une première forme de sécurité, c'est l'armée ukrainienne. Une armée ukrainienne bien armée, bien formée, bien équipée serait en mesure, et surtout bien en termes de main-d'œuvre, serait en mesure de résister à une potentielle réinvasion de la Russie down the line. Alternativement, on nous a parlé beaucoup de l'OTAN. Quelque chose qui a été exclu et qui est exclu à nouveau dans cet accord, dans cette proposition, alors qu'on nous dit d'abord, on dit une garantie de sécurité fiable, mais on nous mentionne explicitement dans les points précédents, au point 3, que l'OTAN ne pourra plus s'étendre. Alors, pas question de l'OTAN. Finalement, on avait parlé également d'une garantie de défense européenne. Est-ce que c'est de quoi il est question? Des pays, une coalition de volontaires qui auraient l'autorisation d'aider l'Ukraine? Alors, on nous dit qu'il y aura une garantie de sécurité fiable. Les États-Unis ne s'engagent à rien, l'Europe ne s'engage à rien, l'OTAN clairement est exclu du calcul. 6. L'effectif des forces armées ukrainiennes, ça c'est très intéressant, sera limité à 600 000 hommes. Alors, on se parlait des 3 alternatives de défense pour l'Ukraine. On a dit que l'OTAN n'existe plus. La deuxième, c'était la coalition de volontaires. La troisième, c'est une armée ukrainienne forte. Encore une fois, on vient de l'exclure. Alors, la seule potentielle garantie de sécurité acceptable aux yeux de ce document et de la Russie, ce serait donc une garantie de sécurité fournie en dehors du cadre de l'OTAN par les Européens. Parce qu'on nous dit ici que l'armée ukrainienne devrait être capée, plafonnée à 600 000 hommes, ce qui est évidemment grotesquement insuffisant pour résister à une nouvelle invasion de la part de la Russie. La Russie qui possède au bas mot au moins 1 million de soldats actifs et plusieurs millions de réservistes qui peuvent être activés, sans parler du potentiel de conscription. Alors, l'effectif des forces armées limité à 600 000 hommes, c'est carrément une demande qui nous provient de la Russie. Il n'y a aucune chance que ce soit rédigé par les Américains. On reviendra tout à l'heure. 7. L'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. Et l'OTAN accepte d'inclure dans ses statuts une disposition selon laquelle l'Ukraine ne sera pas admise à l'avenir. Alors ça, c'est vraiment la paranoïa de la Russie. Et on comprend d'ailleurs, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure, on va y revenir dans un instant, je vais vous le dire tout de suite, pourquoi je mets un grain de sel là-dessus, c'est que c'est pas clair qui a rédigé ce document. On a commencé par nous dire que c'est une proposition qui avait été rédigée par les Américains, que les États-Unis ont produit le document et qu'on l'a fourni ensuite à la Russie, que la Russie a mis son nom en bas de la feuille, a accepté, a dit effectivement, c'est une très bonne base pour commencer les négociations. Et on a su ensuite, parce que des sénateurs américains, républicains en passant, ont réagi de manière très hostile à cette proposition. Vous voyez, tout est construit pour favoriser la Russie essentiellement. Il n'y a absolument rien là-dedans qui va du côté de l'Ukraine et on est seulement au point 6. Alors, des sénateurs américains ont pris ce document, on dit « Mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est vraiment nous qui avons écrit ça? » Et de par Marco Rubio, et là-dessus, ça devient vraiment pas très clair. On vous placera la séquence d'événements et puis vous verrez les images vous-même. Mais ces sénateurs qui sortent publiquement, dans une conférence à Halifax d'ailleurs, ici au Canada, une conférence sur la sécurité, et nous disent « Attention, on a parlé avec le secrétaire d'État, Marco Rubio, et ce que nous, on nous dit, c'est que ce n'est pas les États-Unis qui avons écrit ce document. C'est un document qui a été préparé par la Russie. C'est le wish list, la liste de demandes de la Russie qui a été coulée dans les médias. Soyons très clairs, cette liste qu'on est en train de lire actuellement, ce n'est pas les États-Unis qui l'ont publiée. Ça a été coulé. C'est une fuite d'informations dans les médias qui ensuite, les États-Unis sont sortis en disant « Oui, c'est effectivement notre position ». Mais devant cette publication, originalement, lorsqu'elle est parue et que les gens y ont réagi, Marco Rubio aurait, quelqu'un nous ment, on y revient dans un moment, mais quelqu'un nous ment, Marco Rubio aurait communiqué avec les sénateurs inquiets pour leur dire « Inquiétez-vous pas, c'est pas notre position, c'est la position de la Russie, c'est un point de départ et il y a beaucoup de ces trucs-là qui se retrouveront pas dans une entente au bout de la ligne. » Tout ça sort publiquement après la sortie des sénateurs à Halifax. On nous dit « Inquiétez-vous pas, Marco Rubio nous a dit que c'était pas leur position américaine, on va travailler là-dessus, c'est juste un début. » Sur X, Twitter, le soir même, Marco Rubio va dire « Non, c'est notre position. Les États-Unis ont écrit ce document. The US authored the document. » Alors, il y a quelqu'un qui nous ment. Soit les sénateurs nous mentent en disant « on nous a dit que », soit Marco Rubio nous ment en nous disant maintenant que c'est la position américaine, alors qu'en réalité, on est en train d'essayer de réparer les dégâts, de réparer les pots cassés d'une fuite d'informations qui a embarrassé l'administration américaine et plutôt de dire « non, c'est les demandes russes », on a juste dit « wow » et on est en train de négocier là-dessus.
Et ensuite, ça a déclenché une espèce de désastre. Tout ça, c'est une catastrophe diplomatique parce que dans les heures qui ont suivi, ça a bien sûr exigé une réaction de la part de l'Ukraine, une réaction catastrophique. On y reviendra tout à l'heure. Zelensky a été d'un discours à la nation, carrément, a décidé de se présenter devant les caméras et de faire une adresse à la nation présidentielle au beau milieu de la journée, très rare d'ailleurs, pour expliquer essentiellement que l'Ukraine était maintenant au pied du mur et que devant cette proposition, il y avait maintenant juste deux options. Soit on accepte de perdre la dignité, soit on accepte de perdre un allié. C'est ce qu'a dit Zelensky. Alors, dans les jours qui ont suivi, cette ambiguïté, cette incertitude quant à mais qu'est-ce que c'est que ce document? Qui l'a écrit et qu'est-ce que ça représente comme posture? Est-ce que c'est la posture de négociation américaine ou les demandes russes? Ça a déclenché tout un désastre diplomatique qui a sévèrement endommagé la posture de négociation américaine et leur crédibilité dans cet effort de négociation d'un cessez-le-feu. Alors, on nous dit, Marco Rubio, non, c'est nous qui avons écrit le document. C'est la position américaine et on va négocier à partir de ces points. Mais on continue la lecture ensemble, vous allez comprendre pourquoi c'est manifestement ça a été rédigé de la Russie. D'ailleurs, vous avez des traducteurs, des experts en traduction qui relèvent dans ce document même un certain nombre on dit en anglais, je n'ai pas le terme en français, vous me le trouverez certainement, Russianism, qui veut dire essentiellement, on a phrasé quelque chose, on a phrasé une information ou un extrait d'une manière qui ressemble beaucoup à une traduction du russe. C'est comme si le document original avait été rédigé en russe et ensuite traduit vers l'anglais, la manière que les phrases sont structurées, etc. Donc, point 6. On nous dit l'effectif des forces armées sera limité à 600 000 hommes. On était au 7 qui nous dit que l'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN. Ils nous ont déjà dit au point 3 que l'OTAN n'a plus le droit de s'étendre. Et on revient là-dessus au point 7. Non, tu l'écris dans ta constitution et l'OTAN, vous faites l'équivalent de votre côté. Vous l'écrivez dans vos statuts, pas d'Ukraine. Point 8. L'OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine. Bro, tu viens de passer les 15 derniers points à nous dire que tu ne voulais pas d'OTAN en Ukraine. Et on revient encore une fois là-dessus à nous dire, oui, ils ne seront pas membres. Oui, ils ne feront pas partie de l'OTAN. Oui, ils n'auront même pas les garanties de sécurité de la part de l'OTAN. Mais vous n'avez pas le droit non plus de placer de soldats en Ukraine. Ça, c'est clair, ça fait partie de l'entente. Alors, il y a un focus sur l'OTAN qui ne peut provenir seulement que de la part de la Russie. 9. Des avions de chasse européens seront stationnés en Pologne. C'est déjà le cas. Vous vous souvenez des épisodes alors que les fameux drones en provenance de Russie, drones et missiles, des projectiles divers avaient été interceptés, notamment en Pologne et dans les États baltes. Assez rapidement, on avait couvert, on avait justement expliqué ensemble que la réaction de l'OTAN et des pays européens avait été de déployer une capacité d'interception en Pologne, que tout ça, c'était prévisible. Alors, on nous dit aujourd'hui, vous avez le droit de garder ces avions qui sont déjà sur place. 10, point intéressant, la garantie américaine. Les États-Unis, ça commence en disant « Les États-Unis recevront une compensation pour la garantie ». Premier point. On va dire les États-Unis vont être payés pour la garantie de sécurité qu'ils vont donner à l'Ukraine, quelle que soit la nature de la garantie. En passant, c'est exactement l'esprit de l'entente qui avait été convenue entre Donald Trump et Zelensky. Même, on pourrait dire, cette fois, ça va un peu plus loin. Il faut le donner parce que la dernière entente entre Zelensky et Trump sur la question des terres rares, ce conflit qui avait été très médiatisé à la Maison-Blanche, qui avait fait beaucoup de bruit, c'était non pas sur la question de l'aide future, c'était pour rembourser l'aide qui avait déjà été déboursée par les Américains. Alors, cette fois, au moins, on a, si on veut, là-dessus, l'amabilité du côté des États-Unis de reconnaître qu'il existe une garantie pour le futur. Certes, il faudra trouver une compensation. Ensuite, si l'Ukraine envahit la Russie, elle perdra la garantie. Comment ça sonne lunaire comme proposition? Si l'Ukraine envahit la Russie, pourquoi l'Ukraine envahirait la Russie? Il y a un scénario dans lequel c'est possible. Si l'Ukraine essaie de reprendre les territoires qui ont été conquis. Vous comprenez que dans le scénario dans lequel on se dirige, on parle d'une annexion de ces territoires. Donc, ce serait la Russie. Ce qu'on est en train de décrire et d'enchasser noir sur blanc dans ce document, c'est l'Ukraine n'a le droit, sous aucune circonstance, de retourner en guerre avec la Russie et d'essayer de reconquérir les territoires perdus, peu importe les circonstances, que ce soit avant, après ou pendant Poutine. Ensuite, si la Russie envahit l'Ukraine, un scénario me semble plus réaliste,
outre une riposte militaire coordonnée et décisive, toutes les sanctions internationales seront rétablies. La reconnaissance du nouveau territoire et tous les autres avantages de cet accord seront révoqués. On dit cette fois à la Russie, c'est valable pour toi. Si tu décides de réenvahir l'Ukraine, alors on fait comme ce conflit repartait à zéro. Le Donbass ne t'appartient plus. Même chose pour la Crimée. On repart à zéro et on convoite à nouveau ces territoires. Ils ne font plus partie de la Russie. C'est une menace qui est plus ou moins crédible parce qu'on s'entend administrativement. La Russie aura probablement pleinement intégré ces territoires au moment où aura lieu une reprise du conflit, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mais c'est quand même, on a une disposition là-dessus. Si l'Ukraine lance un missile sur Moscou ou Saint-Pétersbourg sans raison valable, la garantie de sécurité sera considérée comme caduque. Alors, l'Ukraine n'a pas le droit de lancer de missiles. On nous dit 2 cibles très spécifiques. Pourquoi? I don't know. I really don't. Le symbolisme, I don't know. Si l'Ukraine lance un missile sur Moscou ou Saint-Pétersbourg sans raison valable, comment tout ça est verbier? Ça n'a aucun sens. Comment c'est phrasé? On nous dit sans raison. Qui décide d'une raison valable pour lancer un missile sur Moscou? Qu'est-ce qu'une raison valable pour lancer un missile sur Saint-Pétersbourg? Une attaque russe? Est-ce que c'est valable? C'est une riposte? Est-ce qu'il faudrait riposter sur le territoire? On est essentiellement en train de dire « Tu nous fous la paix. À partir de maintenant, et si tu reviens nous provoquer pour quelque raison que ce soit, on annule la garantie de sécurité. » Ce qui serait bien sûr catastrophique pour l'Ukraine dans un tel scénario. 11. L'Ukraine est éligible à l'adhésion à l'Union européenne. Ah, good! Voilà une chose qui est positive pour l'Ukraine dans ce document et bénéficiera d'un accès préférentiel à court terme au marché européen pendant que cette question est examinée. Soyons très clairs, c'est pas à Washington de décider ça. C'est incroyable que les États-Unis mettent ça dans un document en pensant qu'il n'a été aucunement configuré avec les Européens. Vous pourriez vous dire, ben, ils ont dû en parler avec l'Europe avant. Non. Absolument pas. Et Marco Rubio l'a dit lui-même. Dans son tweet où il dit « C'est nous qui avons écrit le document », il ajoute spécifiquement « C'est un document qui a été créé avec input from the Russian side ». On va ensuite le présenter aux Européens et aux Ukrainiens, mais la proposition ici, on est en train d'attacher l'Europe, forcer l'Europe à faire des concessions commerciales et économiques, à dire, premièrement, l'Ukraine a le droit de rejoindre l'Union européenne, mais encore plus, en attendant, là, l'Union européenne va t'arranger. Elle va te faire un deal. Elle va faire comme si tu étais déjà un membre. Tu vas avoir un accès accéléré, préférentiel à leur marché économique et au marché unique européen. Donc, là-dessus, ce n'est absolument pas aux États-Unis à déterminer ça. On est en train de faire une concession au nom de l'Union européenne, ce qui me semble absolument ridicule. 12. Un ensemble de mesures internationales ambitieuses pour reconstruire l'Ukraine, comprenant la création d'un fonds de développement ukrainien destiné à investir dans les secteurs à forte croissance, notamment les technologies, les centres de données et l'intelligence artificielle. 2. Les États-Unis coopéreront avec l'Ukraine pour reconstruire, développer, moderniser, exploiter conjointement l'infrastructure gazière, y compris les gazoducs et les installations de stockage. Très intéressant. Qui dominait l'industrie gazière des hydrocarbures en Ukraine avant la guerre entre l'Ukraine et la Russie? M. Vladimir Poutine et la Russie elle-même. Les États-Unis sont en train d'accomplir essentiellement ce qui était un des objectifs stratégiques primaires de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie du côté de la perspective américaine, qui était de s'approprier la part russe du marché des hydrocarbures en Europe. D'abord, on l'a réussi de 2 manières, en fait. D'une première, on a réussi à déconnecter l'Allemagne à la Russie et de s'approprier les ventes de gaz naturel liquéfié à partir des États-Unis, ce qui autrefois venait de la Russie. Les États-Unis sont devenus maintenant un des, sinon le plus grand exportateur de gaz naturel au monde avec le Qatar. Alors ça, c'est tout nouveau et c'est entièrement attribuable à la guerre en Ukraine. Et la deuxième chose qu'on a fait, mais vous venez de le voir actuellement, c'est qu'on est en train de reprendre l'Ukraine elle-même matériellement comme point de transit, comme également comme, on pourrait dire, comme pépinière de ressources, d'abord pour les terres rares, les minéraux stratégiques, et maintenant pour spécifiquement l'industrie gazière, pétrolière, où on nous dit ce sont maintenant les États-Unis qui vont gérer les gazoducs, les pipelines, les raffineries et tout ce que vous voulez, les usines de liquéfaction, l'extraction, etc. Alors, il y a des entreprises américaines qui sont très contentes.
Vous comprendrez que les énormes producteurs énergétiques américains en ce moment nagent au paradis parce que vous avez d'un côté, on est en train d'ouvrir beaucoup de territoires en Afrique, notamment au Congo, on est en train d'ouvrir des territoires également au Nigeria, on est en train d'ouvrir additionnellement des territoires, vous le voyez ici en Ukraine, et finalement au Venezuela, alors que le Venezuela s'ouvre également à l'influence énergétique américaine. Donc là-dessus, les États-Unis sont en train de marquer beaucoup de points, il n'y a aucune manière de le dire autrement. Développer, moderniser l'infrastructure gazière ukrainienne. Ensuite, effort conjoint pour la réhabilitation des zones touchées par la guerre, donc on va reconstruire essentiellement. Développement des infrastructures, extraction des minéraux et des ressources naturelles, c'était déjà convenu à travers l'entente signée à la Maison-Blanche, ou plutôt forcée dans gorge de Zelensky à la Maison-Blanche. La Banque mondiale élaborera un programme de financement spécial pour accélérer ces efforts. Alors, les outils américains, notamment Fonds monétaire international et Banque mondiale vont être très actifs là-dessus pour financer l'Ukraine après la guerre. 13. La Russie sera, et mon Dieu, c'est un gros point et c'était prévisible, mais ça a été écrit par les Russes, ce document. Soyons clairs. 13. La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale. Simplement. C'est le point. La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale. Vous nous en devez une. Si on fait la paix, si effectivement on redonne à l'Ukraine un certain nombre de concessions, en passant, l'entente de paix va largement du côté de la Russie, mais en plus de tout ça, la Russie demande maintenant qu'on lève toutes les sanctions contre elle. La levée des sanctions sera discutée et convenue par étapes au cas par cas. Les États-Unis concluront un accord de coopération économique à long terme pour le développement mutuel dans les domaines de l'énergie, des ressources naturelles, des infrastructures, de l'intelligence artificielle, des centres de données, des projets d'extraction de terres rares dans l'Arctique et d'autres opportunités commerciales mutuellement avantageuses. Autrement dit, on veut devenir amis avec les États-Unis commercialement parlant. On veut une entente à long terme. Puis désolé quand je vous ai lu ça, mais vous allez voir le point, c'est qu'on nomme à peu près toutes les industries. On dit on veut devenir des partners. Peu importe c'est quoi, la Russie veut investir aux États-Unis. Les États-Unis devraient accepter les intrants russes et on va être une partie prenante maintenant. C'est une manière, si on veut, de s'acheter la paix avec Washington. C'est la même manière que l'ont fait les Japonais, les Coréens, les Européens, les Saoudiens récemment. Tu arrives avec des clés. Trump est un peu comme un bambin là-dessus. Tu lui agites quelque chose de brillant, puis qui fait cling, cling, cling. Tu lui ajoutes un set de clés comme ça, puis il devient obnubilé à l'idée d'avoir quelques centaines de milliards qui sont immatériels, qui sont souvent, la réalité, ne seront pas investis directement aux États-Unis, vont être sur des années et qui étaient probablement déjà prévus. On reviendra là-dessus. Mais tous ces cadeaux qu'on offre aux États-Unis, c'est vraiment une manière, si on veut, d'attirer l'attention de Trump et de lui faire acheter ce genre d'entente comme ça qui n'a aucun sens, objectivement. La levée des sanctions sera discutée et convenue par étapes, OK. Les États-Unis concluront d'un accord de coopération économique à long terme avec la Russie. Il est en train de dire, fais un accord de libre-échange avec nous. Qu'est-ce que la Russie a fait pour mériter une faveur de la sorte? Et là, je suis très sérieux parce que vous avez suivi ce dossier avec moi depuis le début. Vous avez suivi que les États-Unis ont depuis des mois, depuis l'arrivée de Donald Trump en janvier 2025, qu'on avait l'intention ferme de négocier avec la Russie et d'arriver à une fin à travers un cessez-le-feu, une entente de paix entre la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Depuis le départ, c'est l'intention et on se fait niaiser. Depuis le début, Poutine botte la canne un peu plus loin, on botte en touche en espérant qu'on puisse gagner encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, améliorer la posture de négociation russe, rire un peu plus des États-Unis et ça devient embarrassant, ça devient gênant pour l'administration Trump. Et le gain qu'il y avait à négocier immédiatement avec Trump, et c'est moi-même, je vous en parlais régulièrement, revenez sur les anciennes revues de presse, je vous disais, attention, je ne comprends pas la logique de Poutine en ce moment, il y a une fenêtre exceptionnelle qui est en train de se refermer et c'est celle de récupérer les relations avec les États-Unis après la guerre. Si Poutine avait accepté de négocier dès le départ et avait été de bonne foi avec les États-Unis, alors probablement, effectivement, qu'on aurait pu réintégrer la Russie et dire, vous saviez, c'était juste un malentendu avec l'administration Biden, etc. Là, Trump a tellement fait rire de sa gueule que ça n'aurait aucun sens au point où on en est de récompenser la Russie avec un accord de libre-échange ou avec un accord de coopération économique bâtard pendant des années. Pourquoi? Tu mérites quoi? Tu nous as nui, tu nous as tiré dans le pied, il a fallu tirer des concessions par le nez, puis là, tu veux être récompensé. Fuck you! At best, on va lever les sanctions et c'est tout. Alors là-dessus, je trouve que, encore une fois, c'est un document qui a été rédigé manifestement par les Russes. La Russie sera invitée à réintégrer le G8. It's the Russian wish list.
C'est la liste de demandes au Père Noël de la Russie qui aimerait donc pouvoir avoir une entente, oui, avec les États-Unis, qui aimerait donc pouvoir caper la grosseur de l'armée ukrainienne, qui aimerait donc pouvoir, en plus de ça, faire lever toutes les sanctions et réintégrer le G8 si ça vous tenterait. On aimerait ça revenir au party. Ça fait des années que la Russie ne nous parle même plus du G8, qui ne tiennent pas, qui disent que c'est un forum caduc de toute manière, que c'est une rencontre purement cérémoniale, procédurale, entre des leaders qui n'ont pas d'autorité quand même. Et là, cette fois, on voudrait le réintégrer. Quelle récompense mérite la... Peut-être, mais vous voyez qu'en ce moment, on n'a aucune concession de la part de la Russie. Moi, je suis prêt à ce qu'on fasse des concessions, on comme l'Occident. Est-ce qu'on fasse des concessions, genre lever les sanctions, genre une entente économique, genre réintégrer le G8. Tout est sur la table. Tout est sur la table. On est prêt à négocier. Mais vous nous donnez quoi? On parle de concessions majeures, d'envergure assez importante pour la Russie, non seulement au niveau symbolique, mais aussi matériel puis pratique. Qu'est-ce que vous nous donnez, à part accepter de tuer des Ukrainiens? Is that it? Honnêtement, il y a un sacrifice là-dessus qu'on doit se poser la question, à savoir, est-ce que d'abord, surtout si c'est imposé à l'Ukraine ne veut même pas de cette entente de paix, dit qu'elle préfère continuer à se battre, on s'en va dans une drôle de direction. 14. Les fonds gelés seront utilisés comme suit. Premièrement, 100 milliards de dollars d'avoirs russes seront investis dans les efforts menés par les États-Unis pour reconstruire et investir en Ukraine. Alors là-dessus, les Russes et Washington nous disent on aura un 100 milliards qu'on pourrait effectivement utiliser. Les États-Unis percevront 50% des bénéfices de cette opération. Jesus fucking Christ. C'est comme si, c'est vraiment incroyable. L'Ukraine a fait la guerre avec la Russie pendant des années. Puis nous, on est rendu à s'asseoir avec la Russie puis à dire okay, comment est-ce qu'on peut finir de vider l'Ukraine? Comment est-ce qu'on peut finir la job avec toi? Oui, on va prendre l'argent russe, effectivement, le 100 milliards, on va l'utiliser pour reconstruire l'Ukraine. Mais on écrit enchâssé noir sur blanc, on veut s'assurer que les États-Unis vont au moins avoir 50% de ça. Il faut au moins qu'il y ait une cote là-dedans. Les États-Unis percevront 50% des bénéfices de cette opération. L'Europe ajoutera 100 milliards de dollars afin d'accroître le montant des investissements disponibles pour la reconstruction de l'Ukraine. Les fonds européens... Guys, il y a certains trucs là-dessus que je découvre la nuance. J'avais vu les points principaux, mais les nuances valent la peine d'être examinées. C'est hilarant. On en a un point ici qui est très drôle. On dit les 100 milliards d'avoirs russes gelés seront investis dans les efforts menés par les États-Unis. OK, 50% s'en vont aux États-Unis en plus de cet argent-là. On nous dit, attends un peu. L'Europe, elle, va débourser 100 milliards de dollars de sa poche et débloquer l'argent russe qu'elle a entre son pouvoir. L'Europe, elle, n'a pas le droit d'utiliser l'argent de la Russie. Les États-Unis vont prendre 100 milliards appartenant à Moscou, l'investir, garder 50%. Les Européens, écoutez bien comment c'est phrasé. L'Europe ajoutera 100 milliards de dollars afin d'accroître le montant des investissements disponibles. Les fonds européens gelés seront débloqués. Le reste des fonds russes gelés sera investi dans un véhicule d'investissement américano-russe distinct qui mettra en œuvre des projets conjoints dans des domaines spécifiques. Ils sont non seulement en train de voler l'Ukraine, ils sont en train de vider l'Europe aussi. S'il y a des Européens qui nous regardent en ce moment, j'espère que vous êtes embarrassés de ce qui est en train de se produire parce que premièrement, ça va vous être poussé au fond de la gorge, j'aurais pas un mot à dire là-dessus, mais ça ressemble un peu à cette entente de libre-échange qui a été convenue avec Ursula von der Leyen, qui n'avait aucun sens, qui était une entente que n'importe qui, d'ailleurs l'Europe au complet a déchiré sa chemise à la seconde où cette entente a été signée en disant « Mais est-ce que tu étais sur le Valium? Comment tu as accepté de signer ça? Qui a négocié cette entente? » Ben là, on pourrait dire la même chose. On refait la photo, là. Je vais y aller tranquillement. On a de l'argent de gelé. On a environ 300 milliards. 100 milliards s'en va dans un compte pour les États-Unis pour reconstruire à 50% de profit. L'autre 100 milliards, il s'en va dans un fonds donné, identifié à la Russie et aux États-Unis, pas à l'Ukraine. Pas en lien avec la reconstruction. Non, des projets conjoints entre eux. C'est leur petit party là, d'intelligence artificielle, puis d'infrastructure et d'énergie, blablabla. Ça n'a pas de lien avec l'Ukraine, ça. On se prend un 100 milliards, oui pour l'Ukraine, l'autre 100 milliards s'en va pour nous deux,
Et le dernier 100 milliards, lui, il est juste débloqué, il s'en va en Russie. Mais là, il nous manque 100 milliards pour arriver à 300. Les Européens vont payer. Je suis désolé d'en rire, mais c'est parce que ça a été écrit dans un donjon par une bande de ça n'a aucun sens. Un groupe de travail américano-russe, point 15, conjoint. Encore une fois, les Russes et les Américains vont travailler ensemble sur les questions de sécurité, sera créé afin de promouvoir et d'assurer le respect de toutes les dispositions. Donc, on va travailler ensemble là-dessus. On va avoir un téléphone rouge, essentiellement. 16. La Russie inscrira dans sa loi la politique de non-agression vers l'Europe et l'Ukraine. Ah, elle est gentille, la Russie, elle va passer une loi au Parlement qui va dire qu'elle n'envahira plus personne. Soyons clairs, la Russie n'est pas en guerre actuellement. La Russie est dans une opération militaire spéciale. This shit is worth nothing. Ça vaut rien. 17. Les États-Unis et la Russie conviennent de prolonger la validité des traités sur la non-prolifération et le contrôle des armes nucléaires. Ça vaut cher. Ça vaut cher et on en parlait à notre dernière revue de presse ensemble, la question des traités de non-prolifération nucléaire, alors que Washington relance les tests nucléaires, notamment après l'échec du traité START. On nous dit aujourd'hui qu'on veut s'asseoir à la table pour revenir avec des nouvelles ententes de non-prolifération. Cette fois, par exemple, il y a un élément qui est problématique. On nous dit qu'on convient de prolonger la validité des traités. C'est des nouveaux traités qu'on a besoin, pas de prolonger. Si on prolonge, on a seulement la Russie. On a besoin d'un nouveau traité qui inclut la Chine et tous les autres, notamment Israël. 18. L'Ukraine accepte d'être un État non nucléaire. 19. La centrale nucléaire de Zaporijia sera mise en service sous la supervision de l'AIA et l'électricité produite sera répartie à part égale entre la Russie et l'Ukraine. Ça, c'est une grosse question. La centrale de Zaporijia, actuellement, on se souvient qu'elle est en fait, tout près de la ville de Zaporijia, près du fleuve Dniepr, a été, partiellement endommagée, mais a été reprise sous contrôle russe assez rapidement dans la guerre. Et depuis ce temps, la centrale est lourdement endommagée dans sa capacité à livrer de l'électricité parce que, ces centrales nucléaire, on ne peut pas moduler la production d'énergie. Donc, souvent, quand on va avoir une centrale nucléaire, elle produit une quantité très stable et vous avez tout autour un ensemble de petites centrales qu'on appelle des peaking stations. C'est des stations qui ont seulement l'utilisation, la seule fonction, c'est de complémenter la production de la grande centrale nucléaire lorsque l'électricité est plus en demande. Ces centrales ont toutes été soit détruites, mises hors service ou capturées par soit l'Ukraine ou par la Russie. Donc, la centrale, actuellement, est à peu près inutile et c'est pour ça que vous voyez une entente comme ça qui est possible, où les deux se disent, écoute, toi, tu ne peux pas l'avoir si moi, je ne collabore pas. Il va te manquer des stations de mon côté pour la faire fonctionner. Et moi, je ne peux pas l'avoir si toi, tu ne collabores pas parce qu'il va me manquer des stations de ton côté. Alors, on va tous les deux rétablir les peaking stations, tout ce qu'il y a comme infrastructure qui est nécessaire, et on va récupérer l'électricité à 50-50. C'est la proposition russe ici. 20. Les deux pays s'engagent à mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les écoles et la société visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et blablabla. L'Ukraine acceptera les règles de l'Union européenne en matière de tolérance religieuse et de protection des minorités linguistiques. Ce qu'on entend là-dessus, c'est bien sûr de protéger la population russophone qu'il y a dans l'est de l'Ukraine, la population qui pourrait y rester. C'est un problème, un des points d'achoppement depuis le départ entre l'Ukraine et la Russie. La Russie accuse l'Ukraine de négliger les droits des russophones. L'Ukraine adoptera les règles de l'UE en matière de... Les deux pays s'engagent à abolir toutes les mesures discriminatoires et à garantir les droits des médias et de l'éducation ukrainiens et russes. Ça va être difficile. Abolir toutes les mesures discriminatoires. Par exemple, actuellement, si quelqu'un a un passeport russe, il se fait retirer sa citoyenneté ukrainienne dans la loi ukrainienne. Et ça arrive régulièrement. Ensuite, écoutez, juste le traitement des citoyens russes. Légalement, on va avoir un problème. Il y a beaucoup de lois comme ça anti-russes qui ont été passées du côté ukrainien, même chose du côté de la Russie, on le présume. Je suis moins au courant de l'environnement législatif, mais je sais pour fait que du côté ukrainien, on a beaucoup de lois comme ça qui sont ouvertement anti-russes et qui ont été passées pendant la guerre. Ce serait problématique, notamment sur les entreprises russes. On a saisi beaucoup d'actifs. On a saisi des actifs d'oligarques également, pas juste des entreprises, des actifs personnels également. Donc, tout ça, ce sont, par définition, des gestes de rétribution qui est un peu discriminatoire. C'est probablement ce qu'on a en tête. Toute idéologie et activité nazie doit être rejetée et interdite. Merci, Moscou. 21. Territoire. Ça, c'est très intéressant. On arrive dans le nerf de la guerre, si on veut, là, la question territoriale. La Crimée,
Louhansk et Donetsk seront reconnus comme étant de facto russes, y compris par les États-Unis. On demande la reconnaissance du territoire, en fait, de plus de territoire que ce qui est actuellement contrôlé par la Russie. Faites attention, parce qu'on parle, il y a question de Kherson, Zaporijia, c'est une autre chose. La Crimée, Louhansk, Donetsk, on nous dit la région au complet nous appartient. La Crimée, c'est pas trop mal parce qu'on la contrôle à peu près dans son entièreté pour ce qui est de la Russie. Louhansk, Donetsk, pas du tout. On contrôle à peu près 75-80% de ces régions respectives. Alors à ce moment, on demande à l'Ukraine de se retirer et de céder du territoire pour lequel elle se bat à coups de pertes monumentales depuis un bon moment. Alors c'est un sacrifice majeur. Cependant, Kherson et Zaporijia seront gelés le long de la ligne de contact, ce qui équivaudra à une reconnaissance de facto le long de cette ligne. Alors, on a un peu un mix des accords qui ont été présentés dans les dernières tentatives, les derniers mois, alors qu'on disait, on a hésité un peu, on a vogué entre l'option d'un conflit qu'on gelait sur la ligne de contact, peu importe où il se trouve, tout le monde, on gèle, on arrête où on se trouve, et ce qui est contrôlé par la Russie reste à la Russie et vice-versa. On a proposé ensuite, ça venait surtout de la Russie, de dire, regarde, on va le prendre quand même, ce territoire-là. Alors, si tu veux raccourcir la guerre, donne-nous-le tout de suite. On a un peu une version hybride, où on donne des portions à la Russie et on gèle le conflit à d'autres endroits. Ça me semble réaliste et je vous dis pourquoi. Je ne suis pas en train de vous dire que la position russe est la meilleure, c'est réaliste parce que la plupart des russophones sont concentrés dans ces régions de Crimée, Louhansk, Donetsk, alors que Kherson, Zaporijia, vous avez une répartition démographique qui est beaucoup plus égale et en faveur même de l'Ukraine. Alors là-dessus, on comprend pourquoi la Russie serait prête à dire ça, c'est un artefact de comment on a mené la guerre. Le reste, ce sont des russophones, ils devraient revenir à la Russie. La force ukrainienne se retireront de la partie de l'oblast de Donetsk qu'elle contrôle actuellement et cette zone de retrait sera considérée comme une zone tampon démilitarisée neutre, internationalement reconnue comme territoire appartenant à la Russie. Alors, ce qui est contrôlé par l'Ukraine actuellement et qu'on céderait, on nous dit la Russie le contrôlerait mais ne l'occuperait pas. On le considérerait comme du territoire russe, mais ce serait une zone neutre démilitarisée. Un peu comme vous le voyez ailleurs dans le monde, notamment en Syrie, etc., avec un succès limité d'ailleurs. 22. Après s'être entendu sur les arrangements territoriaux futurs, la Russie et l'Ukraine s'engagent à ne pas les modifier par la force. 23. La Russie n'empêchera pas l'Ukraine d'utiliser le fleuve Dniepr pour des activités commerciales. 24. Un comité humanitaire sera mis en place pour régler les questions en suspens, notamment les prisonniers. Il y a quelque chose que je regarde. OK, voilà. Tous les prisonniers et corps restants seront échangés. Tous les détenus et civils et les otages seront libérés, y compris les enfants. Un programme de regroupement familial sera mis en œuvre. Moi, il y a une chose que j'ai en tête, notamment, ce sont ces milliers d'enfants qui ont été volés littéralement par les forces armées russes et par les services de placement parentaux en Russie et qui ont été rapatriés en Russie. On a pris des enfants ukrainiens en très bas âge, beaucoup d'orphelins, et on les a ramenés du côté russe. Les Russes nous disent que c'était par des bonnes intentions. On se met à leur place, là je vous raconte leur narratif, on dit on tombe sur un orphelinat en situation de guerre, vous faites quoi? Vous laissez les enfants là? Vous appelez les Ukrainiens, vous dites venez les chercher? Ça devenait une charge pour la Russie. Donc, la Russie a pris en charge ses enfants, les a envoyés, les a placés avec des familles ou dans ses propres centres. Pour moi, c'est un des points qui est absolument capital, c'est que ces enfants devront être rentrés en Ukraine au bout de la ligne. Et ici, on a un point relativement vague, là. Un programme de regroupement familial sera mis en œuvre. Il faut que ce soit plus sérieux que ça, à mon avis. L'Ukraine tiendra des élections dans 100 jours. C'est un peu évident, mais oui, on demande à l'Ukraine de tenir des élections. Toutes les parties impliquées dans ce conflit bénéficieront d'une amnistie complète pour leurs actions pendant la guerre. Cet accord sera jugé juridiquement contraignant. Sa mise en œuvre sera contrôlée par le Conseil de paix, présidé par le président Donald Trump. On a encore une fois un nouvel organe qu'on vient de créer. On a vraiment cette espèce d'obsession avec les États-Unis. On nous parle encore une fois d'un Conseil de paix présidé par Donald J. Trump pour ce qui est de supervision du cessez-le-feu. Une fois que toutes les parties, dernier point, une fois que toutes les parties auront accepté, le cessez-le-feu entrera en vigueur immédiatement après que les deux parties se sont retirées au point convenu. Alors voilà, c'est l'entente qu'on a sur la table. Cette entente, vous le comprendrez, a déclenché des réactions un peu partout avec raison. D'abord, les Européens qui sont comme « What? Mais de quoi? Est-ce que c'est un plan sérieux? » Et c'est une réaction parfaitement compréhensible. Vous avez notamment,
On se parlait tout à l'heure de qui a écrit ce plan. Cette confusion mène à beaucoup de questionnements en Europe. Parce que vous comprenez, les Européens, depuis le début, disent « On ne veut pas négocier avec la Russie, fuck la Russie ne sont pas fins, la Russie c'est méchant, blablabla, on ne peut rien leur donner. » Et là, vous avez un plan qui est publié par Washington avec tous les points de la Russie. Alors, les Européens savent comme pas trop s'il faut qu'ils attaquent la Maison-Blanche ou s'il faut, comme d'habitude, qu'ils le prennent avec des pincettes en prenant pour acquis que c'est un plan que la Maison-Blanche prend au sérieux et que Donald Trump va être très insulté si vous dites que c'est pas un bon plan. Alors, tout le monde marche un peu sur des œufs et il y a une déclaration de Donald Tusk là-dessus qui est absolument fantastique et qui évoque très bien l'atmosphère du côté des Européens. Le premier ministre polonais qui dit là-dessus « Ce serait bien de savoir, pour sûr, qui est l'auteur de ce plan et à quel endroit il a été créé? Alors qu'on est en train d'essayer de l'étudier et qu'on a, oui, certaines réticences, c'est important de savoir si ça vient de la Russie ou si ça vient des États-Unis. Si ça vient de la Russie, on va l'attaquer, on va dire que ça n'a aucun sens, puis on va débattre de chacun des points. Si ça vient de Washington, ça va mal. Ça veut dire que ça nous est imposé en fond de la gorge, qu'on ne pourra probablement rien faire et qu'on est forcé d'accepter tout ça. Et donc, vous avez vu cette réaction européenne confuse, surprise, un peu hostile au plan en tant que tel, à dire non, il faut qu'on continue à discuter. Et de l'autre côté, vous avez aussi une réaction, de la Russie, qui nous dit « Wow, quel bon plan, magnifique, on est prêt à travailler là-dessus, c'est un bon point de départ. » Évidemment, si ça provient de la Russie ou que ça a été fait avec input from the Russian side, comme nous le dit Marco Rubio, ça veut dire que c'est essentiellement un document qui a été déjà préparé en connivence avec la Russie. Donc, on s'y attend, les Russes sont d'accord. Mais l'Ukraine a réagi vraiment, et surtout spécifiquement, Zelensky, mais plus largement, la société civile, l'état-major militaire, à peu près tout le monde, la classe politique, les élites économiques, tout le monde en Ukraine a réagi très négativement à cette nouvelle proposition pour des raisons parfaitement compréhensibles. Les mauvaises propositions qu'on avait sur la table et qu'on refusait auparavant avaient au moins l'avantage et la vertu de ne pas être aussi détaillées. On pouvait accepter, par exemple, OK, pas de garantie de sécurité, OK, X, Y, Z après la guerre, pas d'OTAN, blablabla. Mais on aurait pu discuter du reste. Et peut-être que sur les petits détails, on aurait été en mesure d'obtenir des concessions. Là, le plan est tellement détaillé, c'est problématique pour l'Ukraine. Il n'y a plus aucun espace, il n'y a plus aucune marge pour négocier. On a tout mis noir sur blanc. Alors, les Ukrainiens là-dessus, Zelensky est sorti comme je le disais tout à l'heure, dans une déclaration de la nation ukrainienne avec une adresse présidentielle au milieu de la journée, un discours pour dire explicitement l'heure est grave, l'heure est probablement un des moments les plus difficiles sur l'Ukraine. La pression est très forte depuis les États-Unis, depuis, on présume également, les autres alliés de l'Ukraine pour accepter la proposition. On a eu un appel téléphonique d'environ 3 heures, nous dit-on, entre J.D. Vance et Zelensky. On s'entend, je dis ça parce qu'on s'entend, J.D. Vance, c'est pas l'interlocuteur préféré de Zelensky, là. Clairement, là. Il aurait préféré parler avec Marco Rubio, avec Steve Witkoff ou avec n'importe quel envoyé du gouvernement américain, plus que J.D. Vance, avec qui il s'est pogné à la Maison-Blanche il y a seulement quelques mois. Alors, on a eu une discussion avec Zelensky qui manifestement a servi à leur faire comprendre que, c'est la fin de la ligne, c'est le terminus. Ça s'arrête ici ou t'as rien d'autre. Assez que Zelensky est sorti publiquement, je disais tout à l'heure, avec une adresse présidentielle pour nous dire, voilà, maintenant la nation ukrainienne a un choix entre perdre sa dignité et perdre un partenaire essentiel. On comprend par là qu'il est question de Washington. On comprend que Zelensky estime cette proposition comme inacceptable, mais comprend qu'il y a des conséquences à la refuser. Comprend que s'il la refuse, on nous parle, dans son discours d'ailleurs, on évoque l'hiver le plus difficile jusqu'ici. On irait pour l'hiver 2025-2026 vers l'hiver le plus difficile depuis le début de la guerre, étant donné qu'on perdrait l'appui des États-Unis, l'appui en armes d'abord, mais également l'appui logistique, information, etc. On s'en est parlé beaucoup également à la revue de presse. Alors, les Ukrainiens comprennent le niveau de la situation actuelle, l'importance, si on veut, de cette situation et à quel point on doit réagir en conséquence. Et il est très possible que Zelensky démissionne de ses fonctions. Je ne serais pas stupéfait si Zelensky arrive à la conclusion qu'il préfère sortir maintenant plutôt que d'être connu comme celui qui a accepté la proposition américaine. Quelqu'un va l'accepter, il n'y a aucun doute,
Mais je ne sais pas si Zelensky est dans une position pour le faire actuellement. On prépare des élections d'ici 100 jours. C'est la mort politique de Zelensky. Soyons clairs. Peu importe ce qui va arriver, peu importe dans les prochains 3-4 mois, ça va être un désastre pour l'Ukraine et pour Zelensky personnellement. Alors, Zelensky est aujourd'hui devant un choix très difficile. C'est un dilemme. D'une manière, soit il quitte maintenant et protège pour toujours son héritage, si on veut, son nom, comme étant celui qui s'est battu pour l'Ukraine et qui, oui, peut-être aura fait des bons coups, des mauvais coups, mais se sera tenu très droit et aura tenu son bout du bâton jusqu'à la toute fin, quitte à démissionner lorsqu'on a essayé de lui pousser quelque chose dans le fond de la gorge qui allait contre les intérêts de l'Ukraine. Mais alternativement, s'il décide de rester, ça veut dire que dans 100 jours, il part et probablement qu'il aura dû signer cette entente. Le seul avantage qu'il y a là-dedans, oui, il va être connu comme celui qui a vendu l'Ukraine au bout de la guerre, va être connu comme celui qui a signé la pire entente, qui a plafonné l'armée ukrainienne, qui a écrit dans la Constitution qu'on n'avait pas le droit de rejoindre l'OTAN. Un héritage, c'est un héritage catastrophique pour un président. C'est d'avoir cloisonné son pays, c'est d'avoir placé son pays dans une camisole de force pour les centaines d'années à venir. C'est catastrophique. Et donc, on comprendrait si Zelensky ne veut pas être celui qui va signer en bas de la feuille. Mais, et là, vous comprenez le dilemme et le catch-22, tu veux être celui qui négocie. Manifestement, cette période de 100 jours, c'est une période, d'ici 100 jours, avant l'élection et pendant la négociation, c'est une période où l'Ukraine va être sous attaque, politiquement parlant. En sens où tout le monde va essayer de la vider. Tout le monde va essayer de profiter. Tout le monde va essayer d'embarquer, de s'en prendre un peu plus et de vider les poches du pays politiquement, militairement, etc. Alors, est-ce que tu veux partir et prendre la chance que quelqu'un s'occupe de tout ça? Ou est-ce que si tu es un vrai patriote, tu es prêt à briser ton héritage pour être celui qui supervise au moins cette négociation, pour t'assurer au moins d'aller chercher le maximum de ce que tu peux obtenir dans cette période de 100 jours? En sachant très bien que tu vas mourir à l'élection. C'est toute une question pour Zelensky actuellement. Rester, partir, ça vient avec des avantages, ça vient avec des désavantages, il n'y a rien qui est parfait. Mais on comprend que le moment s'élève déjà à un certain niveau de gravité, que Zelensky prend la mesure de ce qui se produit. Alors, Zelensky le reconnaît, on a un choix très difficile, et avant qu'on passe notre journée entière là-dessus, on va se déplacer vers le Moyen-Orient, parce qu'on a déjà fait beaucoup d'Ukraine. On va passer rapidement sur le Moyen-Orient. On a des nouvelles de ce côté. D'abord, on a des développements par rapport à la fameuse l'entente de cessez-le-feu entre Gaza et le Hamas. On se souvient que le Hamas est censé se désarmer, Israël est censé se retirer, cesser les bombardements, se retirer au-delà de la ligne jaune. On avait déjà une entente de cessez-le-feu qui était hautement favorable à Israël. Et la deuxième phase de ce cessez-le-feu, c'est vraiment là que ça devenait compliqué parce que on demandait d'abord à Israël de se retirer au-delà de la ligne jaune, au Hamas de se désarmer, mais pour combler l'espace sécuritaire, le vide qui serait laissé après le départ du Hamas, on avait une force de sécurité internationale qui est censée être déplacée, qui est déployée sur le terrain. Une force de sécurité internationale qui était très floue. On se souvient, on en parlait aussi. On a fait le même exercice d'analyse du plan de paix par rapport à Gaza. Et la conclusion qu'on avait par rapport au plan de paix, c'était de dire attention à la phase 2. Parce que là, on n'a aucune idée qui va représenter cette fameuse force de sécurité internationale. Quel pays, dans quelle portion? Quel argent qui va payer pour? Combien de temps ils vont être sur place? Qui va le diriger? Tout ça, c'était des questions qui, dans les détails, on dit le diable est dans les détails, ça pouvait vraiment mal tourner et s'enliser. Et on voyait là-dessus un espace incroyable pour Israël à volontairement enliser le processus. Cette fois, malgré, si on veut, et c'est ce qui est curieux, en fait, quand on y pense. Je vous balance mon analyse en même temps. On se disait depuis le début, Israël va clairement tout faire pour empêcher le processus d'avancer. Israël va clairement essayer d'enliser ce processus de cessez-le-feu, empêcher qu'on avance à la phase 2. Israël va clairement essayer de provoquer un nouveau prétexte pour retourner en guerre. Tout ça, on arrivait pas mal aux mêmes conclusions, tout le monde. Et il est possible, semble-t-il, c'est pour ça que je vous balance cette analyse, il est possible que d'autres soient arrivés à la même conclusion. Il est possible que les pays arabes de la région soient arrivés à la même conclusion, qu'eux non plus ne voulaient pas de ce plan Trump, qu'eux non plus ne voulaient pas d'une force de stabilité, ne voulaient pas de ce plan cessez-le-feu qui était clairement à l'avantage d'Israël. Mais, voyez que l'alternative, si on n'a pas la phase 2 du plan avec une force de sécurité, etc., c'est Israël qui relance la guerre à Gaza et qui prend Gaza au complet. Tout le monde le voit très bien qu'Israël tape du pied, a juste hâte que tout ça s'effoire,
que tout ce processus de paix aille en queue pour qu'elle puisse ensuite embarquer dessus. Et si c'est le cas, et si c'est ce qui se produit, alors Israël a gagné. Donc vous voyez un certain nombre de pays, notamment tous les membres qui siègent au Conseil de sécurité de l'ONU, incluant, God bless, la Chine et la Russie, qui ont décidé de s'abstenir lorsque la proposition américaine est venue. Normalement, ils ont un droit de veto, soyons clairs. La Russie, à elle seule, aurait pu décider de mettre un veto sur le projet américain. La Chine aurait pu mettre un veto sur le droit américain. Tous les autres membres du Conseil de sécurité auraient pu mettre un veto. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils voient clairement que c'est ça qu'Israël voulait. Que c'est préférable quand même, au moins, il y aura une force de sécurité internationale et ça empêchera Israël de retourner à Gaza. Alors oui, c'est à son avantage, mais puisqu'Israël essaie tellement actuellement d'obtenir cette finalité où il n'y a pas de force de sécurité, alors vous avez des États qui étaient opposés à cette idée au départ, notamment la Chine et la Russie, qui ont décidé de se boucher le nez, de regarder ailleurs pendant le vote à l'ONU, littéralement de s'abstenir, pour que le vote soit réussi. Et là, on est en mesure d'envoyer une force de sécurité internationale à Gaza. On ne sait toujours pas qui va la représenter, combien de pays, qui en fera pas. Mais on a accepté le mandat au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est énorme. C'est une grosse victoire pour Trump. Là où on a un problème maintenant, c'est avec le Hamas. Le Hamas qui, avant même le vote aux Nations unies, nous disait qu'il était hors de question de se désarmer. Parce que, bon, un certain nombre de raisons, le retrait israélien n'est pas complété, parce qu'on nous dit que c'est un plan qui met Gaza sous tutelle, mais le Hamas nous dit ouvertement « Fuck you, on ne se désarme pas ». Et ça, on le voyait venir depuis le début, on en parlait ensemble, on se disait « Là, faites attention, il y a de quoi qui n'est pas clair dans ce plan de désarmement, on sait pour fait ». On le documentait ensemble. C'est l'avantage de la revue de presse de faire ces dossiers sur plusieurs semaines. On est en mesure de revenir dans le passé. Mais vous vous souvenez, on parlait ensemble de ce désaccord entre la faction politique du Hamas et la faction militaire. Mais merde, c'est exactement ce qui est en train de se matérialiser. On avait dit, on s'était donné l'avertissement ensemble à ce même bureau il y a des semaines en se disant « Attention, oui, vous avez des gens au Hamas qui sont prêts à désarmer, à dire « Oh oui, on arrête tout ça », mais en ce moment, la faction militaire refuse. Alors, ça pourrait être problématique. Mais c'est exactement ce qui se passe. La faction militaire dit « Non, on ne se désarme pas. Qu'est-ce que vous allez faire? » Alors là, bon, on décide de mettre la charrue devant les bœufs. Avant même que le Hamas se désarme, on envoie quand même la force de sécurité internationale. Alors, bon, semble-t-il qu'on avance à la phase 2, largement en réponse au fait qu'Israël ne voulait pas qu'on y aille. C'est pas parce que c'est pas avantageux à Israël, c'est juste parce que c'était la moins pire des finalités. Donc, on avance aux phases 2. Je maintiens ma prédiction encore qu'Israël va retourner à Gaza d'ici 6 à 12 mois, au moment où les élections seront passées. Et il est fort possible, plus ça avance, plus je me dis que Netanyahou n'a même pas besoin de retourner en élection. Plus ça va, plus sa coalition est elle-même en train de se purger des éléments les plus radicaux, à mesure où Netanyahou, on lui a prouvé qu'il avait raison. Sa stratégie maximaliste, mais en même temps, celle d'arriver à une entente avec les États-Unis, aura au bout de la ligne payé pour Israël. Ensuite, au Moyen-Orient, on continue avec... en fait, j'espère en quel angle on va vous le présenter. On va commencer avec l'Arabie saoudite, puis on reviendra dans un moment, vous allez comprendre pourquoi. Arabie saoudite, on avait aussi un développement en lien avec Israël depuis longtemps, où on se disait, une fois que cette guerre entre le Hamas et Israël va se terminer, une fois que ce génocide sera terminé, l'Arabie saoudite aura peut-être envie de normaliser avec Israël. On se disait depuis le départ, c'était complètement lunaire la scène à laquelle on assistait, alors que justement, il y avait génocide en cours à Gaza, et de l'autre côté, vous avez les Saoudiens qui sont censés être les parrains de la cause palestinienne, qui regardent dans l'autre direction en sifflotant, parce qu'ils espèrent normaliser avec Israël et que peut-être que les gens ne regarderont pas trop dans leur direction pendant le conflit. Ça a été le cas. Ils ont réussi. Le pari saoudien est entièrement réussi. Ils ont été en mesure de juste siffloter tout le long du conflit en ne s'impliquant pas trop et en endommageant pas trop la relation avec Israël, assez que maintenant que tout ça est derrière, ou à peu près derrière, l'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman, le prince héritier, est en mesure maintenant de sérieusement avoir une discussion pour normaliser les relations avec Israël, pendant que les ruines de Gaza sont encore chaudes. C'est pas comme si on avait entendu 6 mois, 1 an, comme par décence. Non, non, non. On n'a même pas encore passé à la phase 2 du cessez-le-feu. Et l'Arabie saoudite est à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale avec Trump, en train d'obtenir des concessions pour la future normalisation avec Israël. Les concessions, guys, on s'en est parlé tellement souvent.
On pourrait les rédiger. Je pourrais vous les placer à l'écran et vous allez les dire à ma place. Les concessions que l'Arabie saoudite a demandées pour normaliser avec Israël. 1, 2, 3, les F-35, une garantie de sécurité et un programme nucléaire civil. Mohammed Ben Salman se présente au bureau ovale et Trump lui vide ses poches. Trump lui donne instantanément 2 des 3 garanties à laquelle il convoitait. Trump lui dit, premièrement, on va te vendre des F-35, mon ami, il n'y a pas de problème. C'est 1 des 3 qui est réglé. Deuxièmement, il dit, à partir de maintenant, l'Arabie saoudite sera élevée au rang d'allié majeur non-OTAN. On dit en anglais « a non-NATO major ally ». Ce que ça veut dire, c'est que vous êtes un membre de l'OTAN, mais vous n'êtes pas sur la liste. Vous avez les mêmes garanties de sécurité. Si vous arrive quelque chose, on va venir vous défendre. Vous avez le statut comme allié d'un membre de l'OTAN. C'est juste que vous êtes ailleurs dans le monde, donc vous n'êtes pas dans l'organisation puisqu'elle est en Europe. Le Japon, notamment, a un statut comme ça. Alors, on vient d'élever l'Arabie saoudite à lui donner à peu près la garantie de sécurité qu'elle convoitait. Et ça, c'est ce qu'on a fait publiquement. Qu'est-ce qu'on lui a dit en privé? Chose est sûre, Mohammed Ben Salman est prêt à s'asseoir au bureau ovale et augmenter ses investissements jusqu'à 1 trillion de dollars. Pourquoi je vous dis des investissements? C'est parce que la réalité, c'est que l'Arabie saoudite, ce ne sont pas des investissements, c'est un retour des pétrodollars. L'Arabie saoudite n'a pas le choix d'investir tout son argent aux États-Unis. On l'a couvert dans le dernier documentaire, d'ailleurs, parce qu'ils se ramassent avec des montagnes de dollars. Les États-Unis les forcent à accepter juste des dollars. Alors, dollars. On ramasse avec une montagne d'argent. Vous faites quoi avec? Vous la dépensez dans des marchés où le dollar est accepté, aux États-Unis. Et ça, les Saoudiens ont une entente spécifique avec les États-Unis pour reprendre ces pétrodollars et les circuler dans l'économie américaine. Donc là, vous avez le roi saoudien, le prince héritier saoudien, devrais-je dire, pardon, pas encore le roi Faisal, mais le prince héritier qui se présente et qui dit « Ah, on va vous rendre une faveur, on va vous donner de l'argent saoudien en dollars et on va l'investir aux États-Unis. » Ils n'ont pas le choix. Ça fait déjà partie du cycle. Alors, ces investissements-là étaient déjà prévus en passant depuis l'inauguration de Trump, qu'on avait ce chiffre de 1 trillion de dollars. Je me souviens. Pourquoi je m'en souviens? Parce qu'en 2017, la première rencontre que Trump avait donnée, la première visite internationale, souvenez-vous, c'était cette photo avec les mains sur l'orbe, comme ça, au milieu, avec les Saoudiens et les... Est-ce que les Qataris étaient sur place? Je pense que c'était juste les Saoudiens. Mais on avait eu cette photo qui avait fait le tour des réseaux sociaux où on avait une espèce de globe et d'orbe lumineux sur lequel Trump avait placé ses mains. Et cette rencontre, on l'avait donnée à l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, vous savez, celui qui va me donner 500 milliards de dollars en investissement aux États-Unis, je vais y aller. Les Saoudiens avaient dit, nous, on va vous donner 500 milliards. Venez ici. Et donc, ça avait été la première rencontre à l'étranger de Donald Trump. Avant la France, avant le Royaume-Uni, avant le Canada, avant tout ce que vous voulez, on avait été rencontrer le prince héritier saoudien. Aujourd'hui, deuxième mandat de Trump, Trump avait dit dès le début, s'ils veulent être notre ami, il faut qu'ils augmentent ça à 1 trillion. Il faut qu'ils doublent cette fois-ci. Et immédiatement, les Saoudiens avaient dit, OK, pas de problème. Mais oui, ces montants-là, qui va les vérifier, premièrement? Deuxièmement, comment c'est organisé? Et c'est comme ça que... C'est le pari qu'ont pris à peu près tous ceux qui ont négocié avec les Américains. On s'est parlé de la Corée du Sud, du Japon, on s'est parlé même de la Chine, on s'est parlé de l'Europe, du Canada. Tout le monde avait une annexe, une appendice dans son entente avec les États-Unis qui disait « En passant, il faut que tu investisses X montant mirobolesque aux États-Unis. » Alors, OK, c'est quoi investir? Tu investis... Construire des usines, est-ce qu'il faut que je mette ça dans le marché boursier? Comprenez, si je prends mon argent et je la mets sur Wall Street gagne au sens où je fais flotter le titre de l'action, mais c'est moi qui gagne surtout. C'est moi qui ramasse le retour. Les États-Unis ne sont pas particulièrement enrichis par le fait que j'ai investi sur le marché boursier. À l'échelle mondiale, marginalement peut-être, ça donne du capital aux entreprises. Mais vous comprenez ce que je veux dire, que c'est de l'investissement qui est calculé de manière assez douteuse. Et d'ailleurs, c'est ce qui a achoppé entre l'entente commerciale entre les États-Unis, le Japon, Corée du Sud. Tout le monde a essayé de crosser après 2 secondes. Essayer de trouver un moyen de réduire les investissements. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a convenu avec la Corée du Sud récemment.
On a fini par signer le cadre d'entente qui avait été convenu, et ce qui a été signé était beaucoup moins favorable aux États-Unis que ce qui était originalement. La question des investissements, notamment, on disait qu'il fallait que ce soit mis dans un fonds et que 90% des profits iraient aux États-Unis. Ça ne tient plus, cela. Il n'y a plus rien de ça qui tient. Là. Alors, possible que les Saoudiens avaient juste la même intention de dire mais les investissements, c'est de l'argent qui est déjà investi. Donc, Trump, de son côté, lui, promet une garantie de sécurité, promet des F-35 qui, en ce moment, appartiennent seulement à Israël. Et il y a une raison pourquoi ça appartient seulement à Israël. C'est parce qu'Israël a une entente avec les États-Unis qui date depuis des décennies, une entente pour un avantage militaire qualitatif. On en a parlé souvent ici aussi à la revue de presse. Les Saoudiens, cet avantage militaire qualitatif est largement incarné par les F-35. Ce qu'on dit, c'est on va toujours te donner des meilleures armes que tous les autres parce que tu es notre allié. Si eux ont des avions de 4e génération, puis toi, tu as des avions de 5e génération, c'est comme s'il n'y en avait pas. Ils ne peuvent même pas décoller. Littéralement. Ils ne peuvent même pas décoller les avions. C'est ce que vous avez vu en Iran en passant. L'Iran n'a pas décollé sa force aérienne. Pourquoi? Parce que moi, je te vois à 800 km de distance avec mon kit de senseurs puis de radar. Toi, tu me vois à 325. Avant même que tu saches que je suis là, tu vas exploser dans une traînée de feu puis de fumée avec un de mes missiles. Avant même que tu me vois, que tu saches que je suis là, tu vas te faire exploser. Fait que ce que ça donne, c'est qu'on appelle une supériorité aérienne. C'est un espace où vous êtes en mesure d'opérer essentiellement en toute impunité au-dessus du ciel de votre adversaire. Donc, Israël, on lui a toujours donné des F-35 en disant « Garde, if shit hits the fan, tu vas avoir des armes que personne d'autre n'a. Et donc, tu vas être en mesure de faire ce que tu viens de faire avec l'Iran. Aller bombarder in and out, aller faire ce que tu as à faire, aller faire un ménage avec tes installations nucléaires. On va même t'aider si tu veux et revenir chez toi sans la moindre perte. » Cet avantage qualitatif est largement incarné par les F-35, également par des missiles longue portée, par des drones, par un certain nombre de technologies militaires qui sont données. Le Iron Dome, ça a été payé par les Américains. Il y a un certain nombre de trucs là, qu'on donne à Israël justement pour incarner tout ça. Mais les F-35, c'est le plus gros morceau. Et donc, les Israéliens, en temps normal, quand tu dis que tu vas donner des F-35 à l'Arabie saoudite à côté qui n'a pas encore normalisé ses relations avec Israël, théoriquement, sont encore des ennemis mortels. Théoriquement, le régime saoudien est encore un régime, on pourrait dire, théocratique, un peu radical, qui a pour ambition, en théorie, de combattre l'État d'Israël. Et là, vous leur dites, on va lui donner les mêmes avions qu'Israël et donc nullifier l'avantage militaire israélien. Normalement, les Israéliens devraient déchirer leur chemise, devraient être en train de lancer leur crayon et de tout faire en cognant sur la table pour que tout ça s'arrête. Dire, vous nous avez promis qu'on allait être ça. Ça devrait être ça, la réaction israélienne. Et non, là, les Israéliens nous disent, good. Leur réponse, pour être exact, c'est de dire, j'ai un article ici du Time of Israel qui dit, Israël dit qu'elle va maintenir son avantage militaire qualitatif même si les États-Unis vendent des F-35 à l'Arabie saoudite. Et ce qu'on dit ici, pour être exact, « We have an understanding ». On a une entente. Il y a quelques possibilités. Première possibilité, c'est que les F-35 qui ont été vendus à Israël ont été augmentés d'une manière ou d'une autre. On sait qu'ils sont augmentés en passant. On en a parlé encore une fois à la revue de presse dans le cadre de l'opération contre l'Iran dans la guerre de 12 jours. On a constaté ensemble que les bombardements israéliens dépassaient largement la fenêtre opérationnelle d'un F-35 normal. Et on a compris par ensuite, confirmation israélienne était venue subséquemment, que les Israéliens avaient apporté, de connivence avec les États-Unis, des modifications majeures à l'avion lui-même, en lui ajoutant une capacité de carburant et de charge qui est largement plus grosse à ce qui est normalement possible. Alors, on sait que les Israéliens ont des F-35 augmentés. Est-ce qu'il est possible, l'autre option, qu'on a l'intention de vendre des F-35 compromis à l'Arabie saoudite? Le fameux kill switch, c'est très possible. Donc, quand on nous dit « We have an understanding », on a une entente, c'est pas grave. Ils peuvent leur vendre des F-35, we're good. Il y a quelque chose d'ambigu là-dessus. Est-ce qu'on a promis aux Israéliens que les F-35 saoudiens ne peuvent pas opérer au-dessus du territoire israélien pour une raison technique, mécanique quelconque? Est-ce que l'autre finale possibilité,
est-ce que l'Arabie saoudite s'est déjà engagée en coulisses, secrètement, et on ne le sait pas encore, à normaliser les relations avec Israël? That would constitute an understanding. Ça, ce serait une entente. Si je le sais qu'on est en train de normaliser, c'est déjà conclu, c'est juste que tu n'as pas annoncé ça publiquement encore, mais je le sais que c'est conclu, c'est signé. Lui est en train de te vendre tes F-35. We have an understanding. Je comprendrais. Alors, quelque chose se trame en coulisses. C'est pour ça que je voulais vous présenter tout ça. Manifestement, il se trame quelque chose par rapport aux accords d'Abraham, et on l'a mentionné ouvertement. On nous disait, oui, on est prêt à signer les accords d'Abraham très rapidement, à condition que X, Y, Z, qu'il y ait une porte ouverte, un chemin crédible, nous dit-on. On ne parle pas d'État palestinien, on dit maintenant un chemin crédible vers un État palestinien. Fait que c'est signé. Mark my words, c'est signé, ils ont déjà normalisé, puis on va l'apprendre dans les prochaines semaines avec une grande cérémonie. Probablement que ce qu'on est en train de faire actuellement, ma théorie en fait, on essaie d'inclure la Syrie. Probablement que c'est réglé avec l'Arabie saoudite depuis le jour 1 où c'est terminé avec Gaza, Hamas, et probablement qu'on attend tout simplement d'ajouter la Syrie dans le calcul. On savait que ça aussi, c'était sur le point d'aboutir, et probablement que si on fait l'un, on va vouloir faire l'autre simultanément. C'est ma théorie. Vous avez le droit de la contester. D'ailleurs, je vous invite à me le dire si vous avez d'autres théories dans les commentaires. J'adore vous lire. Vous êtes des gens vraiment sophistiqués puis très pertinents lorsqu'il est question de parler de géopolitique. C'est ce que j'apprécie le plus. Chaque fois que je vous rencontre, puis ça m'est arrivé encore la semaine dernière. Comment ça s'est passé? Pourquoi je vous ai croisé? J'ai croisé un paquet d'entre vous. Ah! J'étais à un discours du sous-gouverneur de la Banque du Canada, ici à Québec. Puis je suis tombé sur, écoutez, après toute la communauté financière de la ville de Québec au complet, puis je suis certain, certains d'entre vous vont se reconnaître, mais j'ai été stupéfait de voir à quel point on a plein de gens qui nous suivent également dans ces cercles, et c'est ce que je constate toujours, c'est de voir que notre audience est vraiment une audience qui est très sophistiquée, qui est très intéressée sur les questions internationales, que votre opinion, la plupart du temps, en vaut autant que la mienne. Donc, si vous avez des idées, des commentaires, suggestions, si vous avez une interprétation de ces informations, s'il vous plaît, by God, communiquez-moi là, parce que j'apprends beaucoup à travailler avec vous. Parlant d'Israël, encore, Israël qui voulait un cadeau. Il existe une entente entre Israël et les États-Unis qui a été signée en 2016, si je me souviens bien, 2016, entre Barack Obama et Netanyahou. Obama était en train de partir à ce moment. On se souvient, est-ce que Trump était déjà élu? Je pense que Trump était déjà élu. Et donc, sur la fin de son mandat, Obama, ne sachant pas trop quoi s'attendre de la part de Trump, probablement que c'était la même chose pour Israël, ils ont signé une entente de 10 ans qui allait donc, en théorie, passer le mandat Trump au complet. Trump était là, normalement, un président va être là pendant 8 ans. On n'a pratiquement jamais vu un président qui gagne, perd et regagne à nouveau, puis il se fait un double mandat de la sorte. Normalement, il est là pendant 8 ans. Alors, Israël avait carrément configuré une entente avec les États-Unis pour figer l'aide internationale pendant 10 ans. On avait une entente d'une décennie où chaque année, Israël recevait, je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était 2 milliards de dollars par année. Est-ce que c'était 4? C'était 4, pardon, je l'ai juste ici, ouais. It includes around 4 billion of aid to Israel annually. 4 milliards de dollars qui étaient fournis avec cette entente. Fait que c'était une entente de 40 milliards. Cette fois, Israël, voyant un peu le même scénario, voyant que Trump n'aura probablement pas la majorité qu'il a actuellement très longtemps, voyant que Trump est très favorable aux intérêts israéliens, et voyant aussi avec terreur que l'opinion publique sur Israël est en train de basculer aux États-Unis, alors que seulement maintenant, moins de 15% des 18 à 34 ans appuient les actions israéliennes dans la bande de Gaza. C'est majeur. Normalement, on s'attendrait à avoir 60-80%. Les jeunes Américains sont en train d'abandonner Israël complètement. Alors donc, Israël voit venir cette fenêtre. Politiquement, ça pourrait mettre en danger l'appui des États-Unis à Israël et le financement. Et cette fois donc, on apprend qu'en privé, en coulisses, pour ne pas dire en secret, Israël est en train de négocier avec les États-Unis pour un accord de sécurité de 20 ans. Un deal America First qui serait plus large que les précédents
et qui irait jusqu'au 100e anniversaire de l'indépendance d'Israël. On nous dit que le deal actuel de 10 ans, effectivement, comme je disais tantôt, a été signé en 2016 par Obama avec un 4 milliards de dollars par année, donc ça arrive en échéance. En théorie, il entrerait en fonction 2 ans plus tard, à partir de 2018, arriverait à expiration en 2028. Alors, Israël est dû pour un nouveau deal à partir de 2028. On ne sait pas quelles seront les conditions politiques à ce moment. Et Israël travaille donc déjà au moment où on se parle de réactiver cette entente pour avoir une sécurité sur 20 ans cette fois. On nous dit America First, on essaie de créer un deal qui serait attirant pour Donald Trump, où on met un peu de production aux États-Unis, on met des projets conjoints, mais fondamentalement, c'est encore la même chose. On parle d'un appui phénoménal et en passant 2 fois plus d'argent qui serait sur la table. On passe de 4 milliards à quelques 8 milliards de dollars par année. C'est une concession, faites le calcul, sur 20 ans de 160 milliards de dollars américains envoyés pour un État de la taille du New Jersey au bord de la Méditerranée, de l'autre bord du monde. Et pendant tout ça, alors que Israël négocie avec tout le monde par en arrière et que les Saoudiens font des deals avec les Américains, il y a quelqu'un derrière qui sent tout ça et qui dit il y a peut-être une opportunité. Les Iraniens, l'Iran, qui se relève encore de ce bombardement sur ses installations nucléaires. On est en train de négocier d'ailleurs avec l'Agence internationale nucléaire à savoir si on va les laisser entrer dans les installations. Il y a une possibilité qu'on puisse avoir un regard sur les installations iraniennes relativement bientôt. Est-ce que ça va se produire ou pas, on le verra, mais c'est une possibilité. Et les Iraniens essaient actuellement de relancer les négociations avec Washington. Ces fameuses relations, ces relations, négociations qui s'étaient effondrées à travers le bombardement d'Israël et des États-Unis, bombardement israélo-américain sur les installations nucléaires iraniennes et sur un ensemble d'infrastructures également stratégiques. Les négociations s'étaient effondrées parce qu'on estimait que l'Iran n'en faisait pas assez, qu'il n'était pas de bonne foi. Israël a perdu patience, les États-Unis les ont laissés aller et boum, on a bombardé l'Iran. Les négociations s'effondrent et on a dit on n'est pas pressé de les relancer. Cette fois, on apprend par le Times of Israel, encore une fois, c'est à prendre avec un grain de sel, ça nous provient des Israéliens, mais on apprend par les Israéliens, craignant une nouvelle guerre avec Israël, l'Iran demande aux Saoudiens d'influencer les États-Unis pour qu'ils reprennent les négociations nucléaires. Alors, pour simplifier, l'Iran, ayant peur que la guerre reprenne avec Israël très bientôt, a tenté de demander à son ami, nouvel ami, l'Arabie saoudite, on est dans une détente entre les deux, de demander aux États-Unis, alors qu'elle allait se rencontrer, est-ce que ce ne serait pas possible de relancer les négociations avec l'Iran? Donc, dans cette fameuse rencontre, c'est pourquoi je vous disais, je me demandais en quel ordre on allait vous présenter ça tantôt, mais lorsque Trump parle avec Ben Salman, non seulement on parle beaucoup d'Israël et on parle beaucoup de la Palestine et de la normalisation, etc., on nous donne des concessions, mais en plus, Ben Salman aurait transmis un message au nom des Iraniens disant « on aimerait relancer les négociations ». On verra où ça ira. Encore une fois, ça nous provient des Israéliens. Est-ce que c'est juste la propagande? Est-ce qu'on essaie d'atteindre la position iranienne là-dessus? Je dois vous le dire, jusqu'ici, les médias israéliens sont béton lorsqu'il est question de rapporter par rapport aux négociations avec l'Iran. De manière générale, négociations, bombardements, opérations, tout le monde disait n'importe quoi, sauf les médias israéliens, qui étaient les seuls à dire « Oh oui, on s'en va bombarder. Oh oui, la semaine prochaine. Oh oui, ça s'en vient, là, dans 2 jours. Là. Oh, c'est sûr qu'on le fait. Boum, ils le font. Mais on vous l'avait dit. » Il y a les Américains pendant ce temps-là, non, ils n'iront pas, on négocie, blablabla. Puis les Israéliens ne s'en cachent absolument zéro. Donc là-dessus, on prend pour acquis qu'il y aurait effectivement une demande qui aurait été transmise par l'Iran vers les États-Unis. Follow-up rapide sur quelque chose qui va peut-être vous intéresser par rapport au Venezuela. Seigneur, on va vraiment commencer à ouvrir des bouteilles ici derrière. Je vais mettre des bouteilles, on va les encapsuler, fermer et impossible à rouvrir. Puis on va mettre nos prédictions dedans. Puis au fur et à mesure, on va pouvoir casser une nouvelle bouteille à toutes les 3 semaines. Juste pour montrer qu'on n'a pas créé cette prédiction-là. Elle existait, elle est encapsulée depuis des semaines, la voici. Il y en a une qu'on vous avait dit, notamment, c'est qu'il y aurait probablement un exil de Maduro. Que moi, si j'étais Maduro, je réfléchirais très fort à un exil politique, à tout simplement accepter de parler avec Washington et me dire « envoyez-moi quelque part ». Envoyez-moi en Iran, envoyez-moi en Russie, envoyez-moi wherever, en Chine, où on va me prendre, puis que je ne serai pas en danger.
Et je vais pouvoir continuer de mener ma vie puis d'avoir accès à un certain nombre d'avoirs. Moi, je vous disais, c'est probablement une des choses qui est en train d'être négociée en ce moment avec les États-Unis. Probablement. Et je vous avais mentionné, en appui à ça, le fait que Maduro était prêt à négocier de vendre son pays. Il était prêt à tout donner aux États-Unis. Alors clairement, ce n'était pas une question de quel était l'intérêt du Venezuela, c'était son intérêt personnel. Lui veut sauver sa peau. Et maintenant, on apprend par 3 articles différents. L'un nous parvient du journal américain spécialisé Politico, qui nous parle du plan de Trump. On dit « Trump's Don't call it a day after plan for Venezuela ». On va dire, c'est le plan de Trump. N'appelez pas ça un plan pour le jour d'après. C'est un plan pour le jour d'après qu'on ne veut pas nommer, essentiellement. C'est ce qu'on veut dire par là. Le plan serait d'exiler Maduro en Turquie. En Turquie, en Russie, en Azerbaïdjan, peut-être à Cuba. Ce serait un passage pour Maduro vers un autre pays pendant qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait avec le reste du Venezuela. Que Maduro serait exilé de manière volontaire, de manière parfaitement consensuelle et que ce serait négocié actuellement avec Maduro. Un autre article ici qui nous provient du journal The Hill. La dernière chance de Maduro pour négocier une sortie du pouvoir, une sortie pacifique. Alors qu'on nous dit ici que la possibilité d'une sortie négociée n'est pas aléatoire. C'est une réponse à la pression exercée par l'administration Trump. On nous parlerait donc de faire un départ vers soit la Russie, encore une fois, potentiellement Cuba. Ensuite, c'est le Latin Times qui nous rapporte de son côté, quelques jours plus tard, que Maduro serait ouvert à quitter le Venezuela en échange d'une amnistie, et d'un exil confortable. A comfortable exile. Russie, Chine, peu importe, mais il faudrait que ce soit donc, on le comprend, un exil qui serait confortable. Et ça explique beaucoup de ce que font les États-Unis actuellement, à resserrer graduellement la pression sur Maduro pour lentement le pousser vers la sortie. Maintenant, j'ajoute une nuance. Avec ce qu'on met sur la table et avec ce à quoi on a assisté dans les derniers jours, c'est pas assez. On a une stagnation de l'action américaine au Venezuela. On a un plafonnement auquel on a assisté depuis quelques semaines où on bombarde des bateaux, des navires, etc., des ressortissants qu'on présume soit de la Colombie, du Venezuela ou d'autres pays, Nicaragua, etc. On les attaque en disant « Bravo, on fait une interdiction de la drogue. » That's it. C'est pas assez pour faire sortir Maduro. S'il l'a considéré, effectivement, ce serait juste parce qu'il y avait une campagne qui s'escalade constamment. Et que la pression exercée par les États-Unis est passée de un peu dérangeante, absolument impossible à ignorer, incontournable et implacable. Où là, on les voit qu'on ne peut plus sortir des côtes, les pêcheurs vénézuéliens ne veulent plus s'aventurer en mer, ça a un impact sur l'économie. Vous avez aussi le régime Maduro lui-même qui est contesté, l'opposition qui est renforcée à travers tout ça. Maintenant, si ça en reste là, c'est pas vrai que je pars en exil si je m'appelle Maduro. Parce que tu détruis 3-4 bateaux au bord de mes côtes. Fuck you. C'est pas assez pour me... Oublie ça. Je peux encore gérer mon gouvernement, j'ai encore une armée, je peux encore gérer mon économie, puis je suis déjà sous sanction, étouffé pareil. Alors, ce que je vous mentionne, c'est qu'avec ce qu'on a sur la table actuellement, on va mettre une autre bouteille, là. Avec ce qu'on a sur la table actuellement, à parler d'un exil, puis à proposer quelque chose aussi extrême, les États-Unis n'auront pas d'autre choix que d'augmenter considérablement la pression au cours des prochains jours. C'est-à-dire prochaines semaines, prochains jours. On va probablement assister à des frappes américaines terrestres sur le Venezuela. Pourquoi? Il faut montrer à Maduro qu'on est sérieux. Il faut que les murs continuent à se refermer sur lui. Et sans quoi, comme je vous dis, s'il voyait les murs se refermer puis qu'à un moment donné, ça s'arrête, c'est encore confortable. Ben oui, j'ai perdu quelques pieds carrés dans mon espace, mais au bout de la ligne, je peux encore exister. Je suis juste un peu plus pauvre puis un peu plus contraint. Maduro, il n'ira pas nulle part si on fait ça. Au contraire, il va célébrer la victoire contre les Américains, célébrer qu'on a résisté à l'impérialisme et au colonialisme des méchants Yankees qui venaient voler le Venezuela. Et honnêtement, il aura raison. Alors, je présume que les Américains font la même lecture que moi et qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, on va resserrer considérablement la pression sur Maduro. Maintenant, tout s'explique.
On comprend maintenant pourquoi ça a plafonné depuis quelques semaines. Pourquoi on s'en est tenu à où on était. C'est qu'on est en train de négocier avec Maduro pour son exil. On comprend pourquoi les Américains ont maintenu le niveau de pression où il était à ce moment. On a une négociation qui avance. Si cette négociation finit par aboutir, alors c'en sera tout. Si à l'inverse, ça va nulle part, probablement que les Américains vont augmenter la pression. Alors, ça brasse du côté du Venezuela. On pensait que justement c'était un peu tombé latent. J'en parlais avec Guillaume ce matin. C'est drôle, beaucoup de nos dossiers pendant les vacances sont restés un peu gelés, un peu sur la glace. On comprend maintenant ce qui se passait avec le Venezuela et des négociations en coulisses pour un exil de Maduro. C'est quand même gigantesque. Alors, merci à tous d'avoir été là pour cette revue de presse de 7 jours sur Terre. Quel grand plaisir de vous retrouver cette semaine. J'en avais beaucoup à vous dire. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous remercie également 1000 fois pour votre réaction fort positive à notre série documentaire sur la déclin des États-Unis. Ça a été beaucoup de travail. Certes, on ne s'attendait pas à faire énormément de visionnement avec ça, mais je suis excessivement satisfait de voir votre réaction. Je le mentionnais en fin de documentaire. Mon seul objectif à travers tout ça, c'était vraiment que 500, 5000, 50 000, peu importe, que quelqu'un le comprenne. Et que si cette personne pouvait le comprendre, ça aurait probablement modifié sa manière de voir le monde. Et ça, pour moi, c'est une victoire. C'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'était Benjamin Tremblay qui vous souhaite une très belle journée. D'ici là, semez l'amour, partagez l'espoir. Bye bye.